la notion de dignité, d'homme. Vous avez un lavabo qui est relativement plein. Je dirais, ce lavabo, il est plein d'immigrés. Bon. Vous dites, il faut que le lavabo ne se remplisse plus. Donc vous fermez le robinet, je dirais, d'eau chaude, hein, c'est-à-dire les travailleurs immigrés. Vous dites, mais en même temps, vous vous rendez compte que, malgré tout, si vous le fermez, il y a une espèce d'agitation. Donc vous ouvrez un autre robinet. L'autre robinet, c'est le regroupement familial, qui provoque alors vous bloquez un flux, mais vous faites entrer un autre flux. Alors vous dites, merde, ça continue à se remplir, puisque vous avez bloqué un flux. Alors vous dites, il faut vider. Alors à ce moment-là, vous créez l'aide au retour qui est censée vider le lavabo. Voilà. J'ai proposé une action en 3 volets. Premièrement, intégrer tous ceux qui étaient en France légalement pour qu'ils puissent vivre avec nous et comme nous. Donc une politique d'intégration des travailleurs et de leurs familles. Deuxièmement, un arrêt de toute immigration nouvelle, puisque nous ne pouvions plus donner d'emploi compte tenu des problèmes de croissance ralentis. Et troisièmement, une aide au retour volontaire, parce qu'à cette époque-là, un grand nombre de travailleurs étaient venus pour le travail et pas pour s'installer en France. Et compte tenu du chômage qui était en train d'apparaître, il était normal de leur proposer de rentrer chez eux dans des conditions qui soient favorables pour eux et sur la base du volontariat. L'aide au retour était donnée à toute la famille ou à personne. Parce que je savais qu'il y avait certains pères de famille qui voulaient rentrer, et la mère en général aussi, mais pas les enfants. Et il n'était pas question de séparer, puisque nous faisions le regroupement familial dans l'autre sens, c'était pas pour faire le retour familial en partie. Donc nous avons demandé que ce soit une décision familiale et qu'après tout, les membres de la famille se mettent d'accord, où on rentre, où on reste. C'était 10 000 francs par carte de travail, et c'était toute la famille ou personne, et les délais étaient très souples. Je fais une petite parenthèse en ce qui concerne la politique du retour. Vous savez que c'était la grande idée de la période qui m'a précédé, et j'ai bien été obligé de constater que ça se soldait par un échec total, puisque ceux qui en avaient profité étaient précisément ceux qui n'en avaient pas besoin, enfin je veux dire qu'on souhaitait plutôt voir rester, puisqu'en ont profité les Espagnols et les Portugais, alors que ça s'adressait manifestement aux Maghrébins. Or, la plupart des Maghrébins n'en ont pas profité. Donc ça a été véritablement un échec, c'est pourquoi je l'ai supprimé, cette aide au retour. Oui. Elle a d'ailleurs été rétablie après, mais sous d'autres formes, par Georgina Dufoy. Certains nous accusaient de donner trop, 10 000 francs, et à l'inverse, d'autres nous disaient que c'était ridicule. Et ce qui est d'ailleurs assez bizarre et assez amusant, si je peux dire, c'est que les socialistes, en arrivant au pouvoir en 80, ont tout annulé. Et 2 ans après, ils l'ont rétabli, et pas à 10 000 francs, à 100 000 francs. Tu te dis, mais enfin, mon père, c'est pas possible, c'est pas que 10 000 francs. Il n'a pas travaillé 30 années de sa vie pour avoir 10 000 francs et pour être remercié. Et nous, quand je dis nous, je pense à toutes les jeunes filles, on avait été bouleversés par cette décision parce que, quelque part, on commençait à s'enraciner, à s'arrimer. Et on s'est dit, avec les éléments d'appréciation qu'avaient nos parents, on avait peur qu'ils prennent cette décision de retour, en tout cas dans ces conditions. À la fin de l'année 79, il a été décidé que s'ouvrirait entre la France et l'Algérie une négociation. Il y avait cette idée, effectivement, de favoriser un retour, et favoriser ce retour par, entre autres, la construction de logements. Un Algérien qui est venu en France dans les années 50, qui a travaillé dans le bâtiment, qui a épousé une Algérienne, ils ont des enfants, ils vieillissent. Dans le fond, ils souhaitent revenir dans leur village de Kabylie. Et si on leur offre un logement, si on leur offre des avantages financiers, eh bien, ils achètent une Peugeot, ils bourrent la Peugeot de biens de consommation française, on traverse la Méditerranée et on s'installe au village en Kabylie. Vous avez vu ça, on a tous vu ça en Kabylie. Bon, là, ils le faisaient souvent spontanément et voulaient les aider à réaliser ce souhait. Nous avions fixé un contingent qui était de l'ordre de 30 000 Algériens et leurs familles. Mais à partir du moment où on dotait ce chef de famille de logement, etc., il était entendu que la famille suivrait. Il n'y avait aucune obligation imposée aux familles
d'emmener avec elle en Algérie, par exemple, des enfants ayant la citoyenneté française. Les autorités algériennes de l'époque avaient accepté que cette disposition du rapatriement moyennant un certain nombre d'avantages accordés à ceux qui choisiraient volontairement le retour, il n'y avait pas d'obligation, avait accepté que ça figure dans l'accord, mais plutôt sous la forme d'une déclaration unilatérale du gouvernement français que sous la forme d'un engagement accepté par les deux parties. Il y avait donc une certaine ambiguïté que nous avions acceptée. Pourquoi ? Parce que nous pensions bien que ça n'était pas facile pour le gouvernement algérien d'accepter de mettre sa signature sous cet accord. Mais personne ne peut dire ce qui se serait passé avec la Tunisie et le Maroc si cet accord, ayant été appliqué, avait donné de bons résultats. Il aurait pu constituer un modèle. Cet accord a été signé quelques semaines avant que les élections présidentielles n'amènent à un changement de majorité en France, au moment où François Mitterrand a été élu et où Claude Chesson m'a remplacé comme ministre des Affaires étrangères. Et une des premières décisions qu'il a prises a été d'annuler cette disposition des accords franco-algériens.